Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Un cycle de votre vie à la télévision a été marqué par le Tour de France. Votre passion et votre connaissance du sujet demeurent intactes. Vous le démontrez dans un livre qui mériterait d'être récompensé non pas par un maillot jaune, mais par un maillot jeune. Bonjour Jean-Paul Olivier. Bonjour Jacques. Alors on vous retrouve aujourd'hui, on connaît votre voix, votre présence à la télévision pendant des années. Et puis le Tour de France va commencer dans quelques jours, donc ça tombe bien de vous recevoir parce que vous publiez un livre chez Demareuil Éditions, Tour de France, Théâtre des Hommes, des histoires qu'on va évoquer au fil de l'émission en évoquant en même temps votre parcours de journaliste, selon le principe que vous connaissez bien. Alors, des dates clés bien sûr, la première, 26 juin 1975, c'est votre premier Tour de France. Vous êtes grand reporter et vous êtes engagé par le service de sport et c'est votre premier tour. Vous en souvenez ? Oui, tout à fait. Je m'en souviens, bien sûr, je m'en souviens très bien. Vous savez, parce que j'étais déjà journaliste, puisque j'avais déjà un parcours assez long, je peux dire, puisque je suis rentré dans le journalisme en 1961. J'avais 17 ans et demi. Ah ouais. J'étais à Vélo Journal. Ouais, c'est un journal qui venait de se créer, un journal sur le plan national, bien sûr. Et puis ensuite, je suis passé à la Dépêche de Poissy, journal régional. Après, j'ai été engagé comme pigiste à l'Aurore. Et puis, on m'a demandé de remplir mon dossier pour l'assistance technique au service militaire. Je l'ai rempli et on m'a expédié loin, très loin, dans cette terre de feu qui s'appelle Djibouti. Qui s'appelait à ce moment-là la côte française des Somalis. Et là, donc, vous revenez à Paris, vous rentrez à la télévision, et c'est Jacques Salbert qui vous engage en 75 en vous faisant passer un test, Jean-Paul Olivier. Oui. Alors, j'aimais beaucoup Jacques Salbert, déjà comme on ne se connaissait pas, mais je le connaissais parce qu'il était célèbre. Il a été celui qui a commenté le couronnement de la reine d'Angleterre en 53. Absolument. Parce qu'il parlait anglais, qu'il était correspondant à Londres. Absolument. Et Jacques, donc, m'a reçu. Et donc, il a voulu me tester un peu parce qu'on lui avait dit tu sais, Jean-Paul Olivier, le jeune que tu vas recevoir, là, il connaît très bien le vélo, c'est une encyclopédie, enfin, il raconte des tas de choses. Puis il a voulu me tester. Alors, il m'a dit Jacques Anquetil a bien été champion olympique, n'est-ce pas ? Je dis non, monsieur Salbert. Monsieur, il n'a pas été champion olympique, il a été simplement médaillé olympique, et il a même été médaillé olympique par équipe en 1952 à Helsinki, aux Jeux olympiques d'Helsinki. Voilà, et donc avec deux autres coureurs, l'un s'appelait Rouher et l'autre Tonello. Ah, fallait le savoir, ça. Oui, mais enfin, bon, pour moi, c'était tout à fait normal. Alors, Jacques Salbert vous a expliqué aussi comment il a commenté le premier Tour de France. Et il y avait avec lui deux jeunes réalisateurs qui sont devenus célèbres, je crois. Oui. Il y avait Claude Barma, qui a réalisé Belphégor, et celui-ci. La piste aux étoiles, Gilles Margaritis, qui a été un des premiers réalisateurs du Tour de France. C'est assez étonnant. Tout à fait. C'était déjà comme l'on dit, des pointures. Oui. Et Jacques Salbert il faisait les sports aussi. De temps en temps, il faisait tout, Jacques Salbert. Hein. C'est à l'époque où on faisait tout à la télévision. Voilà, exactement, il faisait tout. Et alors, on lui dit, Jacques, c'est un technicien qui lui dit, Jacques, il y a le Tour de France, c'est la dernière étape, c'est la toute dernière étape. La télévision sera présente pour la première fois sur le Tour de France. On est en 1948. Et là, on lui dit, Jacques Salbert dit, oui, dans le fond, pourquoi pas ? La télévision balbutiait encore. Hein. Et alors, il dit, oui, pourquoi pas ? Et quand il arrive, on lui met 2 micros entre les mains. C'est étonnant. 2 micros, mais il se dit, mais 2 micros, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que tu vas en même temps commenter la radio, parce que Georges Briquet, célèbre commentateur radiophonique, vient d'avoir un accident technique avec sa voiture, et il ne sera pas là pour commenter l'arrivée. Donc tu commenteras pour la télévision et pour la radio en même temps. Il avait 2 micros entre les mains. Tout ça en attendant Jean Quittard qui allait venir remplacer. À l'époque, on faisait tout, ça posait pas de problème. Et le Tour, vous le suiviez, Jean-Paul Olivier, depuis toujours pratiquement. Vous étiez un passionné de vélo.
Oh oui, bah dès que j'ai eu l'âge dit de raison, évidemment, je l'ai toujours suivi. La première fois que j'ai vu passer le Tour de France, j'avais 10 ans. C'était en 1954. Hein, c'était chez moi, en Bretagne, puisque j'y suis né. Et il pleuvait. Mais il ne pleut jamais en Bretagne, comme chacun sait. Oui, mais en même temps, le Tour de France, c'est une fête. Et le suivre, déjà, dans les années 50, c'était une obligation. On sortait de partout pour le suivre. Absolument, absolument. Et il y avait une très belle caravane publicitaire, déjà. Puis il y avait de beaux champions, quand même. Dans les années 50, vous aviez tout de même Louison Bobet. Louison Bobet qui était au firmament de sa forme et qui gagnait ces années 50, là, 3 Tours de France. Et puis Anquetil commençait à sortir de l'ombre. Et Bobet, d'ailleurs, avait gagné 3 Tours de France. Il en avait perdu un et il avait dit « j'aurai ma revanche ». Et on a compris à ce moment-là le talent de Louison Bobet. Louison Bobet était un personnage assez complexe, je dirais. Il souffrait beaucoup, il souffrait moralement, et puis il a souffert également physiquement, parce qu'il avait ce qu'on appelait un hygroma infecté, c'est-à-dire il avait des furoncles. Il avait des furoncles partout, là, et donc il souffrait, il avait des furoncles quand il était sur sa selle, il souffrait. Et il allait jusqu'au bout de lui-même. Quand il grimpe le mont Ventoux avec cet hygroma infecté, il a l'impression qu'il va mourir. Mais il continue. Et puis, quand il arrive à Avignon, il gagne l'étape. Et là il est allé au bout de lui-même. Et il se fait opérer 3 mois et demi plus tard. Il se fait opérer. Et les médecins lui disent, si vous ne vous faisiez pas opérer, vous alliez mourir. Incroyable. Et moi, je me souviens... Je me souviens de lui, j'ai eu le privilège d'être un des rares qu'il a rappelé pour une interview à la fin de sa vie. Il m'aimait bien. Et c'est vrai qu'il était malade et il ne le disait pas. Et j'avais passé un moment très émouvant avec lui, car il se cachait. Alors, vous, le Tour de France aussi, vous arrivez avec l'année de la création du maillot à pois, je crois, Jean-Paul Olivier. Le maillot à pois qui est le maillot de la montagne. Oui, c'est le maillot de la montagne. Mais le maillot à pois a d'abord été créé par le chocolat Poulain. Oui. Parce que le maillot à pois, d'abord, a été un maillot, un rond rouge, avec à l'intérieur l'effigie d'un poulain. Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais ça avait démarré bien avant, déjà, sans qu'il y ait de logo particulier. Oui, en même temps, on a appelé ça le tour des stations de ski. Ah ben ça, c'était le Tour des stations de ski. Effectivement, ça a existé, mais c'était une émanation de Guy Merlin, le promoteur immobilier. Parce que ce promoteur immobilier avait monté des tas de comment dirais-je, d'appartements dans la station de ski, à la montagne, oui, dans les Pyrénées, comme dans les Alpes. Et bien sûr, comme c'était un très bon sponsor, et, on avait voulu, bien entendu, faire arriver le Tour de France dans ces stations de ski, etc. C'est pour ça qu'on avait dit le Tour des stations de ski. Ce qui n'était pas tout à fait exact. Alors, il y avait à chaque fois, bien sûr, vous l'avez vécu, le résumé de chaque étape à la télévision, mais on a oublié que les premières années, on voyait le résumé le lendemain de l'étape, parce qu'il circulait, je crois, par avion, oui. Et il arrivait rue Cognac-Jay. Oui, on voyait l'étape le lendemain midi. Oui. Le lendemain midi. Et le commentateur, à l'époque, avait été un peu Salbert, un peu Sabac, je veux dire. Et puis, c'était surtout Georges Decaune. Voilà. Et voilà. Qui avait même commenté un jour une arrivée au Parc des Princes, cachée dans un coin avec une minuscule caméra. Voilà. Alors, vous avez disputé vous-même des compétitions, et vous avez débuté dans un journal qui s'appelait Le Vélo, qui était un mensuel sur le cyclisme, et à l'époque, Le Vélo organisait la course des porteurs de journaux. Vous êtes au courant ? C'est-à-dire que c'est une course cycliste, et les porteurs de journaux, qu'on appelait les Roule Toujours, faisaient une compétition dans Paris, de Paris à Versailles. Exactement. Alors, ils faisaient une compétition qui était assez insolite, d'ailleurs, parce qu'ils avaient devant, ils avaient leurs journaux. Ils mettaient leurs journaux sur le porte-bagages, si j'ose dire, devant eux, et puis ils faisaient la course. Les Roule Toujours. Audiard a fait les Roule Toujours. Et puis il y a quelqu'un qui a compté dans votre carrière aussi et qu'on n'oublie pas, Jean-Paul Olivier, c'est Robert Chapat. Ah bah oui, Robert, je l'ai toujours admiré parce que Robert a d'abord été coureur.
était coureur. Il a fait le Tour de France en 1948 pour son premier tour. Il a terminé 28e. L'année suivante, il était en équipe de France. Donc, s'il n'a pas un palmarès extraordinaire, il a tout de même réalisé de bonnes prouesses dans le Tour de France. Dans le Tour de France, notamment, et ailleurs. Hein. C'était un formidable journaliste. Et puis, alors, il y a une chose que j'ai appris en lisant votre livre, Jean-Paul Olivier, c'est qu'il y a quelqu'un qui a suivi le Tour de France pendant 3 ans, on ne l'aurait pas imaginé, c'est le père des mots croisés en France, c'est Tristan Bernard. C'était Tristan Bernard. Oui, Tristan Bernard a fait le Tour de France, mais avant-guerre. Avant-guerre. Et donc, il venait, d'ailleurs, il était avec sa femme et avec son chien. Oui. Il suivait le Tour de France. Et il avait quelquefois un certain nombre de difficultés pour adresser son papier à son journal. Et il avait imaginé un stratagème. Il avait fait un télégramme. Il était allé à la poste et il avait donné son télégramme adressé à M. Mallarmé, qui n'avait rien à voir avec la dictée de Mallarmé. Hein. Il travaillait au ministère des Postes. Sur ce télégramme. Télégramme copie adressée il y a 3 heures déjà, et impossible d'avoir communication. Et alors, avant même que Mallarmé, le ministre, reçoive le télégramme, on avait rétabli la liaison et il a pu téléphoner son papier. Voilà, parce qu'il a fait appel au ministre, il fallait quand même oser le faire. Absolument. Alors, nous, on va pas se téléphoner, on va continuer à être ensemble dans quelques instants avec une autre date, le 29 juin 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Olivier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Paul Olivier, spécialiste du Tour de France et qui publie Tour de France, Théâtre des Hommes, exploits, drames et légendes, des histoires. On en parle tout au long de cette émission, c'est chez Mareuil Éditions. Et dans ce livre, vous évoquez une date, bien sûr, le 29 juin 1919. Une chanson la rappelle. Il a le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Marcel Amont, dans les années 60, qui chante le maillot jaune. Et le maillot jaune est une tradition du Tour. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'elle est née en 1919, Jean-Paul Olivier. Oui, parce que Henri Desgranges donc, était directeur du Tour et on lui reprochait très souvent des gens très divers, donc par leur attitude, par leur fonction, etc. Disait à Henri Desgranges, mais il est bien votre Tour de France, mais on ne sait pas qui est en tête, qui détient la première place, etc. Il faudrait quand même un signe distinctif. Alors, Henri Desgranges avait discuté avec ses séides, là, dont un colonel d'ailleurs, et il dit il faut faire quelque chose. On va trouver un maillot, mais avec quelle couleur? Alors naturellement, on est arrivé d'accord puisque on a choisi la couleur jaune, le jaune qui était la couleur de son journal, du journal L'Auto. Et c'est drôle parce qu'en Italie, la couleur rose du journal est peut-être à l'origine du maillot rose du Tour d'Italie. Absolument. Alors, il se trouve qu'Henri Desgranges, on l'a un peu oublié, c'était un journaliste, mais il a quand même été le premier recordman de l'heure au Vélodrome Buffalo à Paris, qui était porte-maillot au Palais des Congrès, et il a écrit un traité d'entraînement considéré comme un manuel de référence qui s'appelle La tête et les jambes, comme l'émission de Pierre Bellemare. Oui, vous savez, c'est atroce quand vous lisez la tête et les jambes, parce que il devient de temps en temps un peu porno, et puis alors il dit des choses particulièrement étranges. Il dit alors pour l'amour, hein, les filles, hein, vous les prenez, hein, puis alors vous les laissez, hein, il n'est pas question de faire autre chose, hein, et hop. C'est pas vraiment le Tour de France, ça. non, alors là non. Il faut lire ce bouquin, on peut le retrouver quelque part, mais chez les bouquinistes, je crois, parce qu'il n'a pas été réédité par la suite. Oui, et il ferait scandale sur les pas été réédité, il a été réédité plusieurs fois, mais il y a très longtemps. Oui, et puis sur les réseaux sociaux, ça ferait scandale aujourd'hui, sans doute. Oui, absolument. Alors, le premier maillot jaune, c'est Eugène Christophe, qui ne va pas le garder jusqu'à la fin, car Eugène Christophe est un grand coureur, mais qui ne va jamais gagner le Tour de France, Jean-Paul Olivier.
Jamais. Il n'a jamais pu gagner le Tour de France. Là, en 19, il casse encore sa fourche à Rheims, tout près de Valenciennes. Mais il avait eu un autre gros pépin où il était vraiment là, très en passe de l'emporter. Et c'était dans la descente du Tourmalet. Il tombe dans les... Enfin, il tombe dans les... C'est pas lui. Disons que sa chute est provoquée par une voiture. Et lui, donc, il est percuté et il se relève, mais sa roue est brisée et son cadre est brisé. C'est son cadre surtout sa fourche, la fourche de son cadre qui est brisée. Alors il descend, il prend son vélo, il le met sur l'épaule et il fait 17 kilomètres pour descendre ce Tourmalet. Et quand il arrive dans cette localité qui s'appelle Sainte-Marie-de-Campan, il voit une dame là qui est seule là, sur la route et il demande à la dame, il dit mais il n'y aurait pas une forge par là, une forge. Alors la dame le regarde ici. Ben si, vous descendez un tout petit peu là sur la route de Bagnères de Bigorre et vous allez trouver une forge. Il trouve une forge. Il va dans cette forge, le propriétaire était là. Et il est suivi, parce qu'il était leader du Tour, il est suivi par un commissaire qui s'appelait Lecomte, mais qu'il avait Lecomte que de nom, parce que il était terrible, quoi. C'était très arbitraire, ses décisions. Et, enfin, il vient avec Christophe. Il surveille, parce que Christophe n'avait pas le droit, n'avait droit à aucun secours. Il fallait que tout seul il répare sa fourche. Alors c'est lui qui a allumé la forge, etc., qui a tout fait. Et donc, il a pris du temps. Et puis, le commissaire Lecomte a voulu, lui, aller manger un petit morceau. Il commençait à avoir faim. Et lui a dit, non, vous resterez avec moi. Là, vous devez me surveiller, vous resterez avec moi. Il lui a imposé. Voilà. Et ça, c'est étonnant. Parce qu'il a quand même eu une pénalité, Christophe. Parce qu'il y a un petit jeune qui avait 13 ans, à peu près, là, qui est venu autour de lui. Et puis, sans faire exprès, il a ranimé le feu dans la forge. Vous comprenez, comme ça. Il a pris le soufflet et il a ranimé le feu. Et il a été allumé, il a été pénalisé. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui, Jean-Paul-Olivier. C'est étonnant, parce que je l'ai rencontré, ce vieux monsieur. Il avait 85 ans, je crois, il y a déjà de longues années, c'était en 82 ou quelque chose. Je suis allé le voir spécialement, parce qu'il vivait encore dans un petit hameau qui s'appelait le hameau du Tassouette, à côté de Sainte-Marie, pas loin de la forge, de l'ex-forge, il n'y en avait plus. Mais alors, je lui dis, Alexandrou, il s'appelait Alexandrou Torné. Alors, il parlait, il roulait les airs comme les gars des Pyrénées, là. Alors, on est venu, je lui ai offert à boire, je lui ai offert un coup. Je dis, qu'est-ce qui vous ferait plaisir encore, Alexandrou? Il dit, je voudrais bien un paquet de Bergerac. C'était du tabac. Je ne savais même pas que c'était du tabac à l'époque. Tabac Bergerac. Et il se souvenait parfaitement de cette histoire, bien sûr. Ah, il me l'a raconté. Il disait, et il était costaud, le bougre de Christophe. Alors, il se trouve que le maillot jaune avait tellement peu d'importance à l'époque que Eugène Christophe l'a porté comme maillot de corps ensuite pendant des années, en se fichant complètement de l'intérêt que ça avait. Et puis, il y a eu quand même d'autres patrons. Et il y avait à l'époque le HD d'Henri Desgranges qui était sur le maillot jaune. Et c'est Jean-Marie Leblanc qui l'a rétabli après quelques années où on ne l'a pas eu. Oui, c'est étonnant parce que Jean-Marie Leblanc, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, considérait comme un crime de lèse-majesté qu'on ne laisse pas les initiales HD sur le maillot jaune. Henri Desgranges. Henri Desgranges, HD, Henri Desgranges. Et c'est vraiment étonnant parce que ce maillot a aussi une autre histoire. Parce qu'en 1948, on décide de mettre ses initiales. C'est Godet qui avait souhaité ça. Jacques Godet, qui était un peu son fils spirituel. Il avait souhaité que l'on mette HD sur le maillot. Et ça deviendra effectif que l'année suivante. Mais auparavant, il y a eu un film qui s'appelait 5 tulipes rouges. Qui a été tourné, c'est un policier sur le Tour de France qui utilisait ce parcours du Tour et l'infrastructure du Tour de France. Et on donnait au leader un vrai maillot jaune avec HD, etc. Donc c'est un acteur de cinéma qui a porté le premier maillot jaune. Alors il se trouve que Jacques Godet, que vous citez, a été directeur du Tour de France de 1936 à 1987. Il a été directeur du Parc des Princes, d'ailleurs il habitait juste au-dessus à une époque. Et
puis, il a connu l'amour grâce au Tour de France. Il a rencontré l'une de ses chanteuses. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon, chanson célèbre d'André Hornez et Henri Betty, créée par les sœurs Étienne, qui ont fait la caravane du Tour de France. Et Odette Étienne et Jacques Godet ont vécu une belle histoire d'amour. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était quelque chose d'important, parce qu'il y avait le Tour de France, il y avait Jacques Godet, et on avait aussi un autre nom à la radio qui était Félix Lévitan, qui a été aussi une personne importante du Tour de France. Félix Lévitan était, on considérait, enfin certains considéraient que c'était une pièce rapportée, parce que vous savez, il était au Petit Parisien. L'ancêtre du Parisien d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, après-guerre, donc, l'auto a disparu, bien entendu. Et le Petit Parisien est devenu le Parisien libéré. Et comme vous dites, à ce moment-là, il y a eu un rapprochement entre l'équipe et le Parisien libéré, puisque l'auto est devenu l'équipe est devenue l'auto, je veux dire, enfin, vice-versa. Donc là, à ce moment-là, donc Lévitan a fait partie donc du staff de l'équipe et du Tour de France. On disait toujours le Tour de France organisé par l'équipe et le Parisien libéré. Voilà. Alors, il se trouve que Félix Lévitan, et c'est aussi à lui qu'on doit l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées, sur une idée d'Yves Maurouzi. Et puis, il y a quelqu'un que vous citez dans ce livre, Jean-Paul Olivier, qui n'a pas porté le maillot jaune alors qu'il aurait dû le faire. C'est un inconnu, Norbert Calens. Ah oui, Norbert Calens, c'est un Belge d'ailleurs. Et Norbert Calens, c'était un bel espoir. Prend le maillot jaune à la 3e étape. C'était une étape qui arrivait à Boulogne-sur-Mer. Et ils étaient 3 échappés. Il y avait notamment Roger Lambrec qui avait le maillot jaune, qui avait eu le maillot jaune aussi. Et donc, ce Norbert Calens va prendre le maillot. Mais on ne l'attendait pas du tout. On ne l'attendait pas. Et quand on veut lui donner son maillot, le préposé au maillot, enfin, au management, était parti. Il était parti rejoindre l'autre arrivée d'étape, si bien qu'il n'y avait plus de maillot jaune. Donc, et à ce moment-là, donc, c'est un journaliste belge, journaliste sport, qui a enlevé son tricot. Il avait un tricot jaune et qui l'a remis à Calens. C'était terrible, car le lendemain, Calens a perdu son poste de leader et il n'aurait jamais le maillot jaune. Et voilà, une triste histoire, une de ces histoires dans ce livre qu'on va continuer à évoquer à travers une autre date mythique, le 12 juillet 1964. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Olivier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Paul Olivier. Nous sommes à l'aube du Tour de France, d'un tour qui va être passionnément suivi. Et à cette occasion, vous publiez Tour de France, Théâtre des Hommes, chez Mareuil Éditions. Un livre plein d'histoires du Tour de France que vous connaissez bien. Et une histoire mythique, c'est le 12 juillet 1964. Écoutez. Poulidor a donc pris aujourd'hui sa revanche contre Anquetil et le mauvais sort. Et oui, mais c'est sur les pentes du Puy-de-Dôme que le la drame rivalité possible, entre les deux Poulidor, champions Anquetil, 12 juillet 64 sur le Puy-de-Dôme, c'est un souvenir mémorable, Jean-Paul Olivier. C'est vraiment la légende au plus haut degré du Tour de France. Et ils sont là tous les deux. Et Jacques Anquetil est moins bien que les autres années, mais il n'a rien fait pour être bien, Jacques Anquetil. Il ne faisait jamais rien pour être bien et pour être comme les autres. Vous savez, il ne suivait pas de diététique, d'hygiène alimentaire, etc. Il buvait du champagne, il restait toujours en queue de peloton, il fallait aller le chercher. Et on se demandait comment il faisait d'ailleurs. Mais il avait une classe absolument insolente. Et cette année-là, tout de même, il avait un peu abusé. Il avait abusé parce que lors de l'arrivée à Andorre, il y avait une journée de repos. Et pour cette journée de repos, Radio Andorre avait invité les suiveurs du Tour de France.
Et qui a-t-on vu arriver à la réception? On a vu Jacques Anquetil. Personne ne l'attendait, bien entendu. On n'attendait pas les coureurs. Les coureurs vont se coucher, ils dînent, ils vont se coucher. Il arrive, flanqué de son directeur sportif, Raphaël Gemignani. Et il est là. Et il y a un moment, donc il commence à manger le méchoui, et puis à boire plus que de raison. Et non seulement il boit plus que de raison, mais il y a un orage. Et au cours de cet orage, donc, chacun cherche naturellement à se couvrir, à se protéger. Et lui, Jacques Anquetil va avec Raphaël Gemignani et Abel Michéa, un journaliste de l'Humanité, ils vont sous un petit auvent là qu'il y avait là. Et que trouve-t-il? Il trouve une baignoire désaffectée, et dans la baignoire désaffectée, il y avait la réserve de sangria. Et alors Anquetil fait un concours avec Abel Michéa, fait un concours à toi, à moi, à toi, à moi. Et sous le regard médusé, notamment de Maurice Demer, qui était directeur technique de Pelfort, directeur technique d'Henri Anglade, et qui avait le maillot jaune, Georges Groussard. Et il rentre à l'hôtel, Demer, et les coureurs n'étaient pas encore tout à fait couchés. Il voit Anglade, et il dit à Anglade, Maurice Demer, il dit, mais j'ai vu quelque chose, je me demande si j'ai vraiment bien vu. Et Anquetil, il raconte la scène. Alors, Anglade dit, bon, c'est comme ça, demain on l'attaque. Et effectivement, il y a une attaque qui part pratiquement dès le départ. Il y avait le col d'Envalira à monter. Ça attaque, et Anquetil perd pied. Il perd pied. Et il y a ses équipiers qui restent, il y a notamment Rostelan qui le protège, qui le pousse sans trop le pousser, il met son bras sous son autre bras. Et ils réussissent à monter comme ça, mais il accumule le retard. Mais malgré tout, il arrive au sommet noyé de brume, et Raphaël Gemignani, de sa voiture de directeur technique, lui donne un godet de champagne. Il boit un godet de champagne et il part à fond. Mais il ne voyait rien, il voyait simplement les feux arrière des voitures. Il est à bloc et il va comme ça, et il arrive dans la plaine. Il a rejoint le peloton. C'est assez étonnant, effectivement, c'est unique dans l'histoire du cyclisme. Alors, ce match avec Poulidor, mythique, effectivement, Anquetil conserve 14 secondes, mais il est arrivé pratiquement évanoui au sommet. Il l'a dit lui-même. Oui, enfin on le dit, mais il demande aussi. Il demande aux journalistes qui étaient là, dont Pierre Chany, il dit, mais je garde le maillot? On lui dit, oui, tu gardes le maillot. Combien d'avance j'ai? 14 secondes sur Poulidor. Il dit 14 secondes, alors j'ai gagné le Tour. Voilà. Tout ça parce qu'il savait qu'à la fin, il y avait une étape contre la montre. Et là, il était le maître incontesté. Et effectivement, il y a l'étape contre la montre, où jusqu'à 5 km, il y a quelques secondes d'écart seulement, on ne l'a pas dit, entre Poulidor et Anquetil. Et là, donc, il met le turbo, quoi. Alors, il se trouve aussi que Anquetil, à la fin, lorsqu'il arrive et qu'il gagne le Tour de France, tombe dans les bras de Poulidor en disant « J'espère qu'un jour tu gagneras le Tour ». C'est quand même très fair-play. Oui, mais il n'a jamais gagné le Tour, hélas. Alors, ils avaient des caractères très différents, Anquetil et Poulidor, Jean-Paul Olivier, et je ne suis pas sûr, et vous le dites dans ce livre, que Anquetil ait bien compris le caractère de Raymond Poulidor. Non, ou il n'a pas voulu le comprendre. Il n'a pas voulu le comprendre parce que Poulidor, c'était un homme de la terre, etc. On l'aimait bien parce qu'il témoignait du labeur des hommes, etc. Alors qu'Anquetil, lui, il avait travaillé un petit peu avec son père. Son père faisait des fraises et tout ça, mais il avait assez peu travaillé, était sorti du collège technique de Sotteville, mais il avait beaucoup de classe, le Jacques. Et tout de suite, il s'est révélé en gagnant des courses contre la montre, et il a gagné son premier tour, il avait 23 ans. Donc, Poulidor n'avait pas ça. Poulidor disait, moi, quand j'allais à l'école, j'avais un sarrau qui était sale, etc., qui était rapiécé, j'étais pauvre, etc. Bon, donc, ils étaient totalement différents. Mais Jacques continuait toujours son ascension. Mais en cette année 1964 que vous évoquez, il plafonnait un petit peu. Alors, Poulidor a été un recordman du Tour, mais uniquement dans le nombre de participations et dans le nombre de commentaires. Il y a un livre qui ressort, les 60 Tours de France de Raymond Poulidor chez Mareuil Éditions, et c'est vrai qu'il a été une idole presque à son insu.
Oui, oui, on l'a tout de suite aimé. On l'a tout de suite aimé, Poulidor, parce qu'il était agréable. Il répondait à tout le monde. Et il avait cet accent de la Creuse, là, qui faisait qu'on le prenait toujours en sympathie. À la limite, c'était, je dirais, presque de la pitié, mais ce n'était pas encore tout à fait ça, parce que c'était un très bon coureur. Vous savez, quand il est venu, quand il est arrivé, il avait quand même une certaine volonté, parce que et il dispute un Grand Prix, il était encore indépendant. Vous savez, il y avait les coureurs amateurs, indépendants, professionnels. Il était encore indépendant et ils font le Grand Prix de Péral-Château, dans la Haute-Vienne. Et là, alors, il prend un tour à tout le monde. Il prend un tour à tous les professionnels qui étaient là, dont Bernard Gauthier, Monsieur Bordeaux-Paris, qui avait gagné des Bordeaux-Paris, il avait gagné 4, et qui avait été maillot jaune du Tour, très très bon coureur. Et il téléphone tout de suite à Antonin Magne, directeur sportif, son directeur sportif chez Mercier. Et il lui dit, Tonin, j'ai vu un homme qui allait à la vitesse d'un train rapide, etc. Une bombe. Il a pris un tour à tout le monde. Il faut que vous le preniez. Bon, alors on écoutait Bernard Gauthier, parce que c'était quand même un homme de devoir et de savoir. Et Antonin Magne convoque Raymond Poulidor et lui dit, Raymond Poulidor, etc., j'ai de bonnes informations vous concernant, notamment par Bernard Gauthier. Je vous engage dans notre équipe, l'équipe Mercier. L'équipe Mercier, ça s'achetait. Hein. Et il lui dit, vous aurez 20 000 francs par mois. Il dit, non, moi, c'est pas assez, 25 000. Vous vous rendez compte, un indépendant, pas encore professionnel, qui est là, qui est dans l'équipe, l'une des équipes les meilleures sur le terrain, tous les Tours de France qu'il y avait là, et il est en train de réclamer un salaire plus important que certains autres. Alors, il a dit, c'est ça où je signe pas. Et il a signé finalement. Alors, il se trouve aussi que vous évoquez dans ce livre, Jean-Paul Olivier, un autre Tour de France avec Jacques Anquetil, la peur de sa vie parce qu'un mage qui s'appelait Béline, oui, et qui voulait lancer d'ailleurs sur le marché un jeu de cartes divinatoires, donc il avait trouvé le moyen de se faire de la pub, il avait prédit qu'il arriverait un accident à Jacques Anquetil pendant le Tour de France. Et il a été traumatisé, Anquetil. Ouais, et bien sûr, parce que Jacques Anquetil était toujours sensible aux amulets, aux prédictions. Ça, il était toujours sensible à ça. Hein. Et puis alors on lui avait donné la date, enfin l'étape, vers le 12e ou 13e étape, je crois, quelque chose comme ça. Et alors il disait à sa femme, il disait à Janine, il disait, oh là là, si je trouvais ce Béline, je le tuerais sur place, etc. et il avait peur parce qu'il voyait venir l'échéance, il voyait venir ce jour-là où il allait peut-être mourir ou perdre le Tour. Et donc, je crois que c'est pour ça qu'il a répondu à cette invitation, ce méchoui en Andorre, parce qu'il s'est dit, allez, le tout pour le tout, allons-y et tout. Il était comme ça. Oui, mais résultat... Mais il gagne quand même le Tour. Voilà. Un autre champion, hélas, trop tôt disparu, qui aurait pu être aussi l'équivalent de Anquetil et Poulidor, c'est Roger Rivière, qu'on a totalement oublié. Moi, je me souviens que le journal Pilote qui débutait avait fait le carnet de bord de Roger Rivière au moment du Tour de France, et puis il tombe dans un ravin et tout s'arrête. Ah, Roger Rivière, c'était un très beau coureur. Il était recordman du monde de l'heure quand il faisait le Tour. Et en 1959, il avait fait une première fois, et il était en compagnie de Jacques Anquetil. Ils étaient tous les deux en équipe de France. Et ils ont passé leur temps à se heurter, à se contrarier, etc. Et Anquetil, lui, ce qu'il voulait, c'est pas gagner le Tour. Il voulait être devant Roger Rivière. Donc, à la sortie, Anquetil 3e, Roger Rivière 4e. Il était content, ça suffisait à son bonheur. Mais en 1960... Anquetil gagne le Tour d'Italie, mais ne vient pas au Tour de France, parce qu'il a peur de Roger Rivière. Il s'est dit, Roger Rivière va me battre, et là, il est plus jeune que moi, de toute façon, de 3 ans, et donc, là, j'ai gagné le Tour d'Italie, ça va pour cette année. Et puis, effectivement, Roger Rivière part dans les favoris. Il part si bien dans les favoris que dès la 7e étape, qui allait de Saint-Malo
à Lorient, eh bien, il y a une échappée à 4. Junkermann, Adrian Sen et surtout Roger Rivière et Gastone Nencini, l'Italien. Nencini, l'Italien, et Roger Rivière étaient les 2 grands favoris du Tour de France. Et cette échappée à 4 prend un quart d'heure d'avance. Vous vous rendez compte? Donc, si bien qu'à l'arrivée de cette étape, on disait, voilà, le Tour de France, maintenant, ne peut plus échapper ou bien à Nencini ou bien à Rivière. Et effectivement, c'était une vérité criante. Puis le Tour se déroule et Roger Rivière tombe dans la descente du col du Perjuret. Roger n'était pas forcément très très sérieux. Il se chargeait un peu, il aimait tout ça. Il avait pris un soigneur qui n'était pas lui non plus très sérieux. Bref, on pense que son accident est dû au palfium qu'il avait pris, qui diminue les réflexes, et donc il a eu un moindre réflexe et il est allé dans le ravin. Mais on dit aussi, et ce qui paraît très plausible, Roger Rivière était un coureur, on dit un coureur de salon, parce que, vous savez, c'était un poursuiteur, il était très beau sur le vélo, et sa carcasse, si j'ose dire, ne bougeait pas. Donc, quand il faisait des mouvements, il n'était pas bien sur son vélo. Et c'est peut-être aussi ce qui a provoqué sa chute du Perjuret. Et effectivement, il a fini sa vie, je crois. Moi, je l'ai rencontré dans un bar-tabac qu'il dirigeait, un peu oublié du public. On est passé à côté d'un grand champion. Ouais, ça s'appelait le Vigorelli, son bar. Exact, en souvenir du record du monde de l'heure. Et bien des histoires, il y en a beaucoup d'autres dans ce livre qu'on va continuer à évoquer à travers une autre date, le 25 mai 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Olivier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Paul Olivier. Nous sommes à l'aube du Tour de France et vous sortez Tour de France, Théâtre des Hommes chez Mareuil Éditions, un livre d'histoire avec des exploits, des drames et des légendes. On a évoqué déjà plusieurs étapes du Tour de France avec vous et plusieurs champions. Et tous ces champions sont dans ce livre qui est sorti le 25 mai 2023. Pourquoi avoir voulu raconter des histoires sur des hommes alors que d'habitude ce sont les villages qui vous ont intéressé, Jean-Paul Olivier? Oh, disons que tout m'a intéressé dans le Tour de France, parce que naturellement j'ai commenté, j'en ai commenté 41 de Tour de France, mais j'en ai fait une quinzaine sur la moto. Et quand j'étais sur la moto, dès qu'on passait devant un site, j'en parlais. On passe devant le château de Vaux-le-Vicomte et je racontais un petit peu. Mais il y avait un petit problème, c'est que en racontant l'histoire du château, on ne le voyait pas à l'antenne. Parce que j'étais sur la moto, je n'avais pas d'écran de contrôle. Et Charles Bietri, qui était à ce moment-là directeur des sports à France Télévisions, Bietri me dit « Écoute, c'est bien ce que tu fais, tes châteaux, tes abbayes cisterciennes, c'est bon, mais on ne les voit pas. On les voit pas. Il faudrait que tu restes sur la ligne d'arrivée pour les commenter. Tu aurais ton écran d'hélicoptère et on verrait exactement, tu commenterais exactement ce qui passerait à l'écran. » Donc je dis « OK ». Pas de problème, j'accepte, etc. Donc, c'est à partir de ce moment-là, j'ai recommencé une autre carrière quelque part. C'est-à-dire que je suis devenu un peu l'homme, le monsieur patrimoine. Voilà, mais là, c'est différent, c'est une autre forme de patrimoine. Les exploits, les drames et les légendes des champions, c'est un patrimoine différent. Et vous évoquez dans ce livre, Jean-Paul Olivier, notamment la montagne, car la montagne n'est pas arrivée tout de suite dans le Tour de France. Ça a commencé en 1910 avec le col de l'Aubisque. Oui, en 1905, il y avait eu déjà une amorce avec le ballon d'Alsace. Mais le ballon d'Alsace, c'était pas quelque chose de forcément très, très important. Mais oui, ça a commencé avec l'Aubisque. Il a fallu découvrir les Pyrénées. Et ça, c'était pas simple. Et Henri Desgranges voulait toujours plus. Il voulait toujours serrer les choses, mais il voulait que la montagne soit vraiment la parure du Tour. Et il a réussi à y parvenir parce qu'il a envoyé son fidèle séide, qui était un luxembourgeois qui s'appelait Alphonse Stenès. Et Alphonse Stenès est allé pour découvrir
pour découvrir l'école. Or, l'école, à ce moment-là, vous savez, c'était des sentiers muletiers presque. Ah, et donc, il y avait des ours même. oui, on disait qu'il y avait des ours venus des Pyrénées même. Et alors, il a vu, il a failli mourir, Alphonse Ténès. Il est tombé dans la neige profondément et tout ça, et il a failli rester là. Et heureusement qu'on avait délégué un certain nombre de guides pour dire le monsieur là qui est au Tour de France avec des granges, ben ce monsieur-là, il cherche à venir dans l'école avec les coureurs. Alors donc, on va suivre un peu, mais il vient de monter, là, mais il est fou. Il est fou. Alors, ils ont suivi. Et puis, à un moment, il n'est pas redescendu. Donc, on est allé voir. Et là, à un moment, on l'a appelé « Monsieur Sténès ». Et alors, il a dit « Vous me connaissez ?» Il était frigorifié et tout. Et on lui dit « Mais oui, on vous cherche depuis des heures. » Alors, on vous cherche depuis des heures. Il se trouve aussi que c'était le Tourmalet, l'Aubisque, qu'aujourd'hui les champions montent non sans difficulté. Mais à l'époque, c'était tellement dur que Henri Desgranges s'est fait traiter d'assassin par le public. Non, pas par le public. Il a été traité d'assassin par Octave Lapise, qui était un coureur et qui est passé parce que... Il faut dire que Henri Desgranges n'a pas voulu venir voir cette étape des Pyrénées. Il est remonté à Paris parce qu'on dit qu'il avait eu peur, parce qu'on présentait ça comme quelque chose d'absolument terrible, d'inhumain, etc. Parce que c'était l'étape humaine, Pau-Luchon et tout ça, ou Bayonne-Luchon. Et donc, il est resté à Paris. Et donc, il a délégué son collaborateur, qui s'appelait Victor Breyer. Et Victor Breyer était dans la voiture directoriale cette fois. Et là, quand il est passé à côté de Lapise l'a reconnu, il a fait « Vous êtes tous des assassins ». Et parce qu'il y avait une prime au sommet. Celui qui arrivait au sommet du Tourmalet sans mettre pied à terre avait une prime. Et c'est pas Lapise qui a gagné la prime, même s'il a gagné le Tour, c'était Gustave Garrigou. Quelle mémoire, Jean-Paul. Un Aveyronais. Alors, il y avait les étapes de montagne, les étapes de plat, et là, il y a une légende qui est toujours parmi nous à 94 ans et bon pied, bon oeil, c'est André Darrigade qui a gagné 22 étapes, Jean-Paul Olivier. André Darrigade est un personnage merveilleux. Je viens d'aller fêter ses 94 ans à Dax, et il est toujours bon pied, bon oeil. Mais c'est un personnage formidable, d'une grande gentillesse, d'une profonde humanité. Et Darrigade était un très bon sprinter. C'est l'un des meilleurs sprinters de sa génération. Enfin, le meilleur sprinter de sa génération, mais l'un des meilleurs mondiaux. Hein. Et donc, il en a gagné effectivement 22. La première étape qu'il ait gagnée, c'était à Albi. Et il a été, je crois, mais je l'ai connu, marchand de journaux à Biarritz dans les années 70. Oui, et la librairie existe toujours. Elle est tenue par son fils désormais, Patrick. Alors, il y a les champions français que vous évoquez dans ce livre, Jean-Paul Olivier, mais aussi les étrangers, notamment Fausto Coppi et Gino Bartali, qui ont été deux légendes et qui s'affrontaient en permanence, parce qu'on se souvient de Coppi et un peu moins de Bartali. Oh, je dirais que les deux, Coppi et Bartali, étaient vraiment des monstres sacrés. Bartali avait donc un phénomène il était avant Coppi, il faut dire, parce qu'il est né en 1914 et Coppi est né en 1919. Donc il y avait quelques années d'écart entre les deux. Et Coppi avait gagné en 1938 et il va regagner en 1948. Donc 10 ans après, et c'était après la guerre aussi. Donc c'était vraiment un personnage de légende. On l'appelait Gino le Pieux, parce que son confesseur venait dans les étapes de montagne. Son confesseur qui s'appelait Don Bruno. Et Don Bruno venait. Et il y avait une histoire à ce sujet, d'ailleurs, c'était les coureurs allaient monter l'Izoard. Et la veille, Don Bruno était dans la région. Et il y avait une réunion de séminaristes du coin. Et il y a un des séminaristes qui s'appelait le diacre Gertoux, qui était de Sainte-Cécile-les-Vignes, qui était là, qui savait où était Don Bruno, où il logeait. Et il est allé le voir, il lui a demandé « Est-ce que vous pourriez venir avec nous pour nous faire un petit discours, une petite causerie sur votre protégé Gino Bartali ?» Et il est venu. Et il est venu, et il a fait une causerie. Et alors, cet abbé Gertoux, là, a dit, mais demain, votre coureur va passer devant nous. C'était le bas de l'Izoard. Hein. Il va passer devant nous, on aimerait bien lui donner quelque chose à boire.
Alors, comment dirais-je, le confesseur, Don Bruno, a dit, écoutez, moi je veux bien que vous lui passiez un bidon, mais vous allez courir auprès de lui et vous allez lui passer le bidon en disant « Acqua Don Bruno, acqua Don Bruno, acqua Don Bruno ». Et ça a marché. Et ça a marché. Un confesseur sur le Tour de France, c'est bien le seul exemple. Il y a aussi les derniers dont vous parlez, parce que les avant-derniers et derniers d'étape, on n'en parle jamais, et vous les évoquez dans ce livre avec 2 noms, Tony Hoare et Henri Sitek, qui s'étaient mis d'accord pour être dernier ou avant-dernier. Oui, ils ne s'étaient pas forcément mis d'accord, disons, mais à un certain moment, ils sentaient que ils n'allaient pas jouer un grand rôle. Et donc, Hoare avait perdu un peu plus pied que Sitek. Et donc, mais ils s'entendaient bien, ils s'entendaient très bien. Et ensuite, ils sont restés amis. Voilà, comme quoi le Tour de France crée des liens. Ils sont restés amis. Alors, Sitek a invité Hoare. Sitek a invité Hoare. Il lui a dit... Mon cher Tony, il fait beau dans le sud-ouest. Il habitait à Albi, ou Barsac, où sa femme était de Barsac. Et il dit, il faudrait que tu viennes, et tout ça, parce que tu vas voir, c'est une très belle région. Et puis, il y a du bon magret, tout ça. Il y a un vin goulayant extraordinaire. Et amène ton short, tu sais, tu vas voir, parce qu'il fait excellemment beau ici. Tu vas passer un bon moment. Et voilà comment le Tour de France génère... Des amitiés. Et puis la caravane publicitaire qu'on voit bien sûr sur le Tour de France, elle n'est pas née tout de suite, elle est née en 1930 pour des raisons essentiellement économiques, je crois. Tout à fait, parce que, vous savez, Henri Desgranges a changé la formule du Tour. Il considérait que les marques de cycle ne faisaient plus tout à fait leur travail, étant donné qu'il y avait des collusions entre les formations. Ouais, en disant, je te laisse gagner ça, tu me laisses gagner ça, etc. Ouais, ça l'irritait et il avait bien raison. Donc le Tour, pour lui, était un peu truqué, si j'ose dire. Et il a dit, on va changer la formule. Donc on va faire des équipes nationales et régionales. C'est-à-dire qu'on aura l'équipe de France, l'équipe d'Italie, l'équipe d'Espagne, etc. C'était une très bonne formule. Mais en même temps... il se dépouillait d'une manne financière qui émanait des marques. Donc, c'est pas l'équipe de France qui allait payer, il n'avait pas d'argent. Donc il fallait qu'il trouve de l'argent, il fallait qu'il trouve des ressources. Et là, donc, il avait constaté qu'un certain monsieur Thévenin, qui était directeur commercial de Nescafé, je crois. Ou de Chocolat Meunier, je crois. Chocolat Meunier, oui. Chocolat Meunier. Qui avait le chocolat Meunier, et donc il distribuait du chocolat Meunier aux suiveurs et aux spectateurs, puis même certains coureurs. Donc, et puis, il avait bien arrangé la formule, parce qu'au sommet des cols, il servait des boissons chaudes, c'était formidable, etc. Et Henri Desgranges avait dit, oh là là, important, intéressant. Ça, c'était en 1930. À la fin du Tour 1930, il convoque Thévenin, donc, et il convoque également d'autres marques. Il y avait les Bayards, il y avait des fromages Graff, il y avait plein de choses, quoi. Et donc, ils sont là, il leur met le marché en main. Et ça marche. Et ça marche. Et la caravane publicitaire va être un énorme succès. Et il y a quelqu'un qui fait partie des légendes de cette caravane publicitaire. Perle de cristal, Yvette Horner. Elle a fait 11 Tours de France. Elle a fait 11 Tours de France. Elle était patronnée d'abord par une marque qui s'appelait les Vins Français. Oui. Ensuite, elle a été patronnée par la Suze. Et Yvette était une fille courageuse en diable, et elle était suivie par son mari, d'ailleurs, qui conduisait la voiture. Et donc, ça marchait, elle devenait très, très populaire. Mais on avait peur pour elle, parce qu'elle en faisait trop.
Et elle était durant toute l'étape, durant des heures et des heures, donc elle était sur la voiture et elle jouait de l'accordéon. Ensuite, le soir, elle mettait son écharpe et elle donnait le bouquet du vainqueur, au trophée, au vainqueur de l'étape. Ensuite, elle se rendait à son hôtel, elle prenait sa douche, et puis elle animait la soirée. Elle animait encore une soirée. Et ensuite, il y avait une séance de signature, ça, elle n'était pas couchée avant 2 h du matin. Et le lendemain matin, dès 7 h, 7 h 30, elle était debout. Alors, l'un des directeurs commerciaux de sa firme dit, écoutez Yvette, on va faire quelque chose. On va faire votre statue en celluloïd. C'est extraordinaire. Et il y avait Yvette Horner en celluloïd. Et bon, alors tout le monde était un peu, enfin tout le monde, tout ce qui gravitait autour d'elle avait un peu peur de tout ça. Donc on a mis la poupée en celluloïd dans le coffre. Et puis au bas du col d'Aspin, après Sainte-Marie-de-Campan, là, dans la vallée, on lui a dit, Yvette, vous allez rentrer dans la voiture et on va mettre votre statue en celluloïd dessus, quoi. Et puis alors, ils s'arrangeaient avec les disques et tout ça, enfin, peu importe. Et il commence à monter le col d'Aspin. Et très vite, les spectateurs s'aperçoivent de la supercherie. Et on commence à la caillasser. Sa statue, si j'ose dire, et comme sa vitre était ouverte, elle prend un caillou dans l'œil. Elle est blessée. Et tout de suite, dans la descente du col d'Aspin, il trouve un petit refuge. On met le bébé en celluloïd dans le coffre et elle reprend sa place. Blessée, et enfin bon, ça allait. C'est une légende du Tour de France. Il y en a beaucoup d'autres dans ce livre. Je l'ai très bien connu. Ah bah oui. Et à la fin de sa vie, elle avait un appartement, une maison, je crois, avec tout était en accordéon, y compris les c'était un Nogent-sur-Marne. Voilà. Mais après, ensuite, elle vieillissait, bien sûr, et elle était, son impresario l'avait mise dans une maison, une maison médicalisée, donc très bien. Et elle m'invitait tous les ans. Voilà. Elle m'invitait tous les ans dans cette maison-là. C'était très intéressant. Elle fait partie des légendes du Tour. Ce livre, Tour de France, Théâtre des Hommes, chez Mareuil Éditions, il y en a bien d'autres à raconter, que vous racontez, et qu'on va suivre tout en suivant ce Tour de France. Merci Jean-Paul Olivier, et continuez comme ça à nous raconter de belles histoires. Merci Jacques. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.